On a évoqué l'autre jour évidemment la stratégie et la tactique patronale et puis la manière dont la classe ouvrière, répondait parce que c'est évidemment le patronat, surtout dans une période de défaite, qui a l'initiative, qui semble l'avoir toujours. Il faut insister, d'abord parce que tout le monde n'a pas vu les émissions précédentes, il faut vraiment insister, sur le fait que le choix du fascisme n'est pas un choix de circonstance et surtout ça n'est pas un choix, qui s'explique exclusivement par la crise des années 30. C'est un choix qui a été antérieur, c'est un choix des années 1920, c'est un choix qui, succède à la Première Guerre mondiale et qui accompagne la terrible crise de reconversion de la Première Guerre mondiale et les projets qui, se réalisent dans des pays comme l'Italie, puisque l'Italie est un des premiers qui passe à la formule fasciste, en octobre, 1922, c'est à ce moment-là une formule qui est adoptée par le sommet du patronat et qu'il est naturellement complètement impossible, d'imputer à une sorte de mobilisation ouvrière, a fortiori une mobilisation excessive qui aurait en quelque sorte radicalisé les choses. Il faut le dire parce que Mmh. c'est une tendance de l'historiographie bien pensante, même quand c'est une historiographie qui travaille bien, c'est très à la mode et depuis longtemps d'expliquer finalement que les excès de la classe ouvrière, en quelque sorte, se retournent contre elle. Parce qu'à un moment, elle réclame trop, elle réclame beaucoup, qu'il lui tombe des choses désagréables sur la tête. Alors c'est quelque chose dont est coutumier, par exemple, Michel Vinocq, qui est une éminence de Sciences Po, et ces éminences sont en général caractérisées par un recours, faible ou nul aux archives, puisque on lit des ouvrages, on lit des articles de journaux, on lit de la prose officielle, mais on ne va pas fouiller dans les archives et notamment pas dans ces archives si précieuses que sont les archives policières, puisque ce sont les archives policières qui nous montrent, aussi bien d'ailleurs pour le patronat que pour la classe ouvrière, parce que les policiers, c'est une des tâches des policiers, Mmh. heu une tâche essentielle, hein, qui n'est pas, seulement la tâche de répression, mais la tâche de description finalement de la vie politique, de la vie sociale, du mouvement social et cetera. Vinox qui l'expliquait il y a un certain nombre d'années, je crois que je l'avais entendu dans une, conférence, c'est que, finalement 1940 c'était une punition un peu sévère certes, mais, c'était quand même une punition des excès revendicatifs de 1936 et on remarquera d'ailleurs, c'est c'est quelque chose de tout à fait important et qui s'inscrit dans ce phénomène que j'étudie, et qui est le lavage progressif de Vichy, lavage progressif de Vichy auquel a contribué d'une manière considérable, je dirais depuis les origines, l'Institut d'études politiques, hein, ce qu'on appelle Sciences Po, parce que c'est dès la Libération, dès que, l'école libre des sciences politiques s'est transformée, en institut, d'études politiques, hein, notre fameuse école de Sciences Po. Mais c'est très caractéristique d'un discours qui recoupe le discours des vainqueurs de 1940, c'est-à-dire Oui. la défaite, c'est le fruit des excès de 1936, de ces, Français qui ne veulent pas beaucoup travailler ou de ces Français, de ces étrangers, hein, Oui, ce oui. que Mmh. ces gens appelaient à l'époque les indésirables. On n'ose plus les appeler comme ça, mais c'est comme ça qu'on les traite et donc le discours de Vichy, le discours des vainqueurs de Vichy, c'est un discours, qui est vraiment consacré à expliquer que non seulement la défaite, mais les difficultés, la ruine de la France sont imputables, aux excès de 1936 et ça, c'est vraiment quelque chose à quoi les archives tordent le cou, puisque les choix sont faits dès 1922, qui n'ont Mmh. rien à voir avec les mouvements, de la classe ouvrière et qu'on va le voir d'ailleurs,
ils n'ont pas pu être mis en œuvre aussi vite que c'était prévu, puisqu'il y a eu une mobilisation ouvrière et que quand il y a une mobilisation Mmh. ouvrière du type de celle de 1936, il n'est naturellement pas possible, de mener à bien, dans l'immédiat, des projets comme ceux qui étaient mitonnés depuis 1922. Et tu disais tout à l'heure que, nos ligues, voilà, heu, c'était les années 30, mais tu évoquais des choses antérieures qui s'expriment par les ligues fascistes. Ces ligues fascistes qui se déploient considérablement en France dès l'immédiate après-guerre Oui. et en particulier dont le succès est assuré par la campagne délirante qui accompagne les élections à ce qu'on appelle le cartel des gauches, c'est-à-dire, les élections dont, Édouard Herriot, le maire de Lyon Mmh. et chef du parti radical, était, évidemment enfin a été le vainqueur puisque c'était lui qui, conduisait la coalition. Il faut rappeler d'ailleurs que le programme, annoncé était un programme, y compris pour la classe ouvrière, assez séduisant puisqu'il y était question, pour donner quelques exemples qui montrent comment la classe ouvrière était impliquée, revenir sur l'épouvantable répression qui avait accompagné l'échec que j'ai évoqué la fois dernière de la grève des cheminots de 1920. Cet échec de la grève des cheminots de 1920, qui présente les mêmes caractéristiques que je vais montrer pour, heu, aujourd'hui dans la dissociation de la classe ouvrière, c'est-à-dire, qui s'explique non seulement par la ligne patronale, enfin par le projet patronal, mais parce que les grands patrons et et même les moins grands disposent de l'appui, certes clandestin, mais quelquefois à peine clandestin, des éléments les plus droitiers du mouvement syndical, c'est-à-dire pour parler clair de la direction de la CGT. C'est comme Mmh. ça que les grèves de 1920, ont échoué et en particulier la terrible grève des cheminots et par exemple, un des aspects du programme d'Herriot en 1924, c'était de revenir sur, ce qui avait été plus qu'une décimation des effectifs, puisqu'on avait, mis à la porte, sans autre forme de procès, des dizaines de milliers de cheminots Mmh. et d'ailleurs, je le rappelle, je crois l'avoir dit l'autre jour, il est indispensable de savoir que cette grève qui était au fond, comme beaucoup de grèves d'ailleurs, déclenchée par le patronat sur une base particulièrement provocatrice parce que, un moyen de déclencher les grèves, c'est de prendre des mesures tellement Bien provocatrices sûr, bien sûr. qu'il n'est pas possible de ne pas faire grève. Comme C'est l'a ça. très bien montré, la thèse d'Annie Kriegel, qui avant de servir Le Figaro, a bien servi l'histoire et même le mouvement ouvrier, il faut bien le dire, parce qu'elle a fait à un moment une histoire honnête du mouvement ouvrier. Il faut jamais oublier quand quelqu'un, a fait du bon Bien sûr. travail, hein, éventuellement de le rappeler quand même, voilà. Et elle a montré dans la grève des cheminots, que c'était un projet qui n'avait rien à voir avec l'idéologie ou avec le développement du mouvement révolutionnaire. C'était un projet qui cadrait avec la nécessité pour le patronat de se débarrasser massivement de main-d'œuvre excédentaire. Les conditions de la reconstruction, les conditions du passage d'une économie de guerre, heu, extrêmement prospère à une économie de paix beaucoup moins prospère, ça faisait des tas de sureffectifs, de ces sureffectifs qu'on évoque ces temps-ci, après avoir dit aux travailleurs pendant la période de confinement qu'il fallait qu'ils mettent les bouchées doubles, il leur en serait tenu grande reconnaissance. Eh bien, voilà comment, la grève avait été à la fois lancée par le patronat et avait abouti, à cet échec et puis à cet espoir en 1924 puisque, il était question que, les mesures qui avaient été prises contre les cheminots
qui n'ont jamais été compensées, pas plus compensées d'ailleurs. On le sait que les mesures contre les malheureux grévistes, des mines de 1948, heu, dont on attend la mort, ça y est d'ailleurs, ils ont tous dépassé 90 ans, Oui, allez. qu'il était question de, voilà, de, redonner droit aux ouvriers. Bon, ça évidemment, il n'en a même pas été question. Et puis il y avait quelque chose aussi qui était fort, fort, séduisant pour la classe ouvrière, je dirais même au-delà de la classe ouvrière, pour les salariés, même pour les fonctionnaires, c'est-à-dire une promesse d'impôt sur le capital.